Je pense qu'aujourd'hui, si on donnait des cours comme lui, il la m'a donné... whiplash. Ouais, tu vois, vraiment. C'est pas on te jette une culotte sur scène, non, t'as pas ça? Ouais, bon, tellement. Ça, c'est la question ultime. Gynécologue. Non. J'allais dire porn star, mais je peux pas dire ça. Si tu peux le dire. Salut Mordek. Salut, merci de m'accueillir ici, ça fait très plaisir d'être là. C'est un grand plaisir pour moi aussi, franchement, t'es le premier à faire une interview dans cette salle. Le premier d'une très longue série, J'espère. Alors ma première question, elle va être simple, c'est pourquoi Mordek? Oh putain, Ça vient d'où Mordek? c'est pas si simple. Moi j'ai toujours été gamer, il y a très longtemps quand les jeux en ligne sont arrivés, il fallait trouver des pseudos pour jouer en ligne. Et en fait je venais de regarder le Seigneur des Anneaux et j'aimais bien le Mordor, mais je me suis dit non Mordor, je peux pas m'appeler Mordor, tu vois. Et Mordor, et je sais pas, j'étais devant mon clavier et il fallait écrire un pseudo, je fais Mordor, Mordek. Ah ouais, comme ça. Et j'aurais jamais pensé que ça allait durer si longtemps et qu'aujourd'hui tout le monde m'appellerait Mordek, quoi. Et c'est une question qu'on te pose souvent, pourquoi Mordek? Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Moi je pensais qu'il y avait un lien avec Mordu, tu vois, la musique, Mordu de musique. Pas du tout, mais des fois on me demande Mordekaiser parce qu'il y a un autre streamer qui s'appelle comme ça, mais pas du tout, c'était il y a trop longtemps. Je veux pas dire l'année parce que ça me fait mal. C'était sur Guild Wars, tu vois, si t'as des gens gamers, ils sauront. Ah oui, c'était sur Guild Wars, même avant WoW, ouais. D'accord, donc tu as toujours été un grand gamer. J'ai toujours été un gamer. La musique, c'est mon métier et le gaming, ça a toujours été ma passion. Ouais. Si j'ai bien compris, on peut dire que tu es tout le temps dans le game. C'est ça, c'est beau jeu. Sur la chaîne, vous retrouverez, petite parenthèse, tous les liens par rapport au TikTok, à l'Insta et tout ce qu'il fait et qui est vraiment excellent et que je vous invite à aller voir. Est-ce que tu peux nous parler un peu du concept pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais du gaming avec ma batterie. C'est-à-dire que j'ai remplacé ma manette ou clavier souris, suivant les cas, par une batterie, quoi. Le système, c'est une batterie électronique qui est reliée à mon ordi avec un câble USB. Comme tu le sais, aujourd'hui, les batteries, elles sont très bien reconnues sur les ordis. Et j'ai un logiciel qui transforme les notes MIDI qui sont envoyées au PC, qui transforme les notes MIDI par des touches de clavier. Et donc moi, j'ai configuré, donc je joue à des jeux comme Call of, Fortnite, Minecraft, enfin ce genre de jeu, soit souris batterie suivant les cas, soit des fois full batterie, quoi. Attention, je vais faire un rythme genre un peu Muse. J'attends qu'il recharge. T'as une sacrée communauté, quoi. T'es suivi quand même. Ouais, j'ai une chouette communauté, vraiment. Franchement, c'est un concept un peu unique, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, à ma connaissance. Et du coup, forcément. Puis moi, je le fais en live, en fait. Donc les gens viennent jouer avec moi. Je fais ça sur des conventions aussi. Enfin, tout ça, ça fédère vachement la communauté. Ouais, ça marche vraiment bien. C'est cool. Excellent. Quand et comment as-tu commencé à t'intéresser à la musique et pourquoi la batterie principalement? Alors, si je te dis que j'en sais rien, tu vas pas trop m'en vouloir. Franchement, je sais pas, depuis que je suis tout petit. Moi, j'ai commencé la batterie, j'avais 7 ans. Ici, d'ailleurs, dans notre région, avec un prof du coin. Depuis, j'ai jamais vraiment arrêté. Je devais avoir 4 ans et j'ai demandé une batterie à Noël et j'ai toujours voulu faire de la batterie. Ça m'a toujours passionné. J'adore cet instrument. Je trouve que, comme tous les instruments, on apprend tout le temps. Mais c'est hyper tribal, en fait. C'est hyper physique et je trouve ça chouette, quoi. Et t'as pris des cours jusqu'à quel âge? Alors, j'ai pris des cours de 7 à 12 avec un prof ici du coin qui était hyper dur. Je pense qu'aujourd'hui, si on donnait des cours comme lui, il m'a donné... ouais, tu vois, vraiment... Pour te dire, mes premiers cours, je suis arrivé, il m'a dit, t'es droitier ou gaucher? Je dis, je suis droitier. Il m'a dit, ok, tu vas mettre ta main droite dans ton dos, et il m'a fait jouer pendant 6 mois que de la main gauche, quasiment, quoi. Et voilà, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était cool, quoi. Mais quand t'as 7, 8, 10 ans... voilà, donc à 11 ans, j'ai arrêté, et j'ai dû reprendre les cours vers 15, 16 ans, et là, j'ai pris des cours à Paris avec Daniel Pichon. Voilà, qui... Tu te moques pas de moi? Non, je te jure, j'ai pris des années de cours avec Daniel Pichon qui m'a appris plus que la batterie, qui m'a appris le métier, en fait. J'ai pris 2 ans de cours avec Daniel Pichon, moi. Ah ouais, voilà, tu vois. C'est un truc de malade. Très, très bon prof. T'as toujours été dans la région, dans ce secteur ici? Ouais, moi j'ai toujours été ici, ouais. Et donc tu... Taper la route, ouais. Ah ouais, moi j'étais en région parisienne, dans le Val d'Oise à l'époque. J'étais gamin et moi c'est mon père qui m'emmenait toutes les semaines là-bas.
Et je suis resté 2 ans là-bas. Bah, mon père m'a emmené pas mal de fois avant que j'ai le permis. Après, j'avais le permis, donc j'y suis allé moi. Mais ouais, je prenais des cours là-bas. C'est un mec extra, quoi. Enfin, je trouve que c'est inexplicable parce que vraiment, au-delà de m'apprendre la batterie, il m'a appris le métier, quoi. Et ça c'est vraiment un truc de fou, quoi. Alors, il était pédagogue, il avait ses journées aussi. Ouais, bah moi, il me jetait des baguettes dans la gueule et tout. Enfin, tu vois. T'as dû beaucoup apprendre avec lui, quoi. Et j'ai tout appris avec lui. En vrai, quand je suis allé chez lui, je cherchais des profs dans le coin et j'arrivais pas à trouver des profs. Tu vois, ça matchait pas. J'avais l'impression de pas apprendre. Moi, je voulais aller vite, je voulais travailler. Enfin, je taffais comme un chien, quoi. Et vraiment, je voulais aller vite. Et en fait, j'arrivais pas à trouver un prof dans le coin. Il y a un mec qui m'a conseillé d'aller voir lui. Quand je suis arrivé chez Daniel Pichon, le premier cours, j'ai l'impression de pas savoir jouer, quoi. Il me montrait des partages, des trucs où vraiment, tu vois, et je me suis dit, ok, alors lui, il va me faire taffer, ça va être cool. C'est ça. Et j'ai vraiment taffé, quoi. Beaucoup de lectures, je suppose. C'est ce qui m'a fait fuir, moi, après, à un moment donné. Trop de lectures. Je sais pas sur quelle période c'était, mais en fait, moi, il me faisait c'était beaucoup de la lecture big band, en fait. Donc, c'est pas de la vraie lecture batterie, moi, que je faisais. Je faisais beaucoup... en fait, t'avais une portée avec beaucoup écrit au-dessus, des pêches, ce genre de trucs. Donc, moi, arrivé à un certain niveau, il y avait beaucoup d'interprétations au-delà de la lecture. Et ça c'était chouette, ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment clé dans ta vie qui t'a poussé réellement à être ce que tu es au jour d'aujourd'hui, en gros, en faire ton métier, quoi? Ouais, c'est mon métier depuis très longtemps. Je suis intermittent du spectacle. Ça s'est fait naturellement ou il y a vraiment eu un moment... Moi, j'ai toujours voulu faire ça, en fait. À un point où, quand j'étais vraiment ado, je dis à mes parents, je veux devenir batteur. Comme tous les parents, ils avaient un peu peur. Ils m'ont dit, ok, mais tu fais d'abord des études. Donc, j'ai fait mes études, mais le plus vite possible. Bac plus 2 qui m'a pas servi parce que pas du tout dans le domaine de la musique, mais vraiment ils m'ont dit tu fais tes études à fond et ensuite on te suit pour la musique, donc je suis allé à fond. Ouais, je suis un mec assez obtus. Quand j'ai une idée dans la tête, j'arrive pas à me la sortir. Après, faut taffer, quoi. Ça, y a pas de secret, ouais, c'est clair. Est-ce que t'as des artistes qui t'ont influencé dans ton parcours musical personnel plus que d'autres? Ouais, bien sûr. Après, moi, je suis assez éclectique. J'écoute pas mal de trucs, mais pour avoir été dans les années 90, bah forcément plein de trucs des années 90. Tu vois, moi, j'ai découvert Rage Against the Machine, Nirvana. Enfin, tu vois, toute cette tendance qu'on a pris dans la gueule à un moment donné où on connaissait pas trop ça. Donc oui, forcément, beaucoup Rage. Après, j'écoute aussi beaucoup Stevie Wonder, donc c'est un peu un autre délire. Jamiroquai aussi beaucoup. Ouais. Après, beaucoup de trucs dans le jazz aussi, comme Petrucciani. Je suis un gros fan de Petrucciani. C'est super école à la batterie. Ouais, c'est ça, tu vois. Bah, Steve Gadd, quoi. Et ce genre d'artiste. Mais j'ai toujours écouté beaucoup de musique dans beaucoup de styles différents. Et ça forcément... C'est pour ça que j'ai du mal à m'arrêter à un artiste. Ah oui. Voilà, j'adore Sting aussi. Assez, on va dire, polyvalent dans ce que j'écoute, en tout cas. Ouais. Pas forcément dans ce que je joue, mais dans ce que j'écoute, ouais. D'accord. Comment te vient l'inspiration pour créer ton contenu? T'as des demandes particulières ou de toi-même, tu sais ce que tu vas engager, en fait? Non, je suis toujours au feeling. Je fais le matin suivant... J'ai pas de planning, pas de programmation, pas de préparation. J'arrive dans mon studio et je me dis, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tu vois, je prévois pas de trucs trop à l'avance. Je fais un peu suivant mes envies. C'est d'ailleurs toute la difficulté parce que, ben, comme beaucoup, on me demande, qu'est-ce que t'écoutes? Ça dépend, tu vois. Si on est le matin, l'après-midi ou le soir, j'ai pas les mêmes envies, donc voilà, et mon contenu. Après, aujourd'hui, mon contenu qui est beaucoup gaming, en fait, je fais moins de contenu musique. Mon contenu qui est gaming, il est plus facile à préparer parce que je joue à un jeu et puis voilà, quoi. C'est plus simple en réalité. En vrai, même si le gaming, c'est plus compliqué ça a été plus compliqué à mettre en place, aujourd'hui, c'est plus simple parce que, bah, comme tu le sais, tu fais aussi des vidéos. Quand tu fais de la musique, tu es obligé de réfléchir à un morceau. Si tu le connais pas, tu es obligé de le bosser, et de le bosser, et de le bosser, et de le bosser. Là, en fait, juste, je me mets derrière ma batterie, j'allume le jeu, je joue, je découpe des séquences. Ça demande moins de préparation, le gaming, que... Tu arrives à allier ta passion musicale et ta passion gaming. Donc là, t'es l'homme le plus heureux, quoi. Ouais, c'est ça.
Ok. T'as une routine ou un rituel avant de jouer ou tu te mets derrière la batterie et t'envoies de la golden tout de suite ou... Ouais, non, alors bien, c'est pas bien, ça, je sais, c'est pas bien, Daniel Pichon. Daniel Pichon, si tu nous écoutes, non, alors, aussi bien pour la création de contenu que pour les concerts, je m'échauffe jamais. Je m'enferme pas dans une routine, je m'enferme pas dans des loges dans le silence comme certains peuvent faire. Le seul truc, c'est que plutôt à l'inverse, moi quand je suis en concert, je me mets discrètement au milieu des gens. Si je peux, je vais m'asseoir dans la salle, je me mets à l'entrée, les gens me connaissent pas et je me fais un peu discret, je prends un peu la température comme ça. J'aime bien, au contraire, plutôt que d'être isolé, j'aime bien être un peu dans l'ambiance du truc. S'il y a une première partie, je vais me mettre dans la salle pour voir la première partie discrètement. Ça te permet de te conditionner pour quand toi tu vas jouer. Et... C'est ça, je préfère ce truc-là. Je sais que je joue avec des potes qui ont besoin d'être dans le silence ou d'écouter des trucs ou de s'échauffer et tout. Moi, non, au contraire, je préfère être dans la salle avec les gens. Ouais. Quels sont les thèmes ou les émotions que tu cherches à explorer dans ta musique? Alors, dans ma musique, c'est compliqué parce que moi, je compose pas. Je travaille pas dans la compo, je travaille beaucoup dans la reprise. Et quand j'ai travaillé avec des artistes, je composais pas pour eux en fait. Eux avaient déjà composé en amont et moi je travaillais avec eux. Et moi j'aime l'énergie en fait. Tu vois, on parlait de Rage Against the Machine tout à l'heure. Moi ce que j'aime c'est jouer dans l'énergie de chaque instant quoi. Donc je fais attention à chaque coup que je donne. J'essaie d'être ultra précis. Ça veut pas dire jouer fort parce que des fois, tu vois, j'ai joué beaucoup à la Guinness Taverne pendant 15 ans. À la Guinness Taverne, tu peux pas jouer très fort. Ce qui est pas évident. Et d'ailleurs, la Guinness Taverne a été, pour moi, m'a bien appris ça, quoi. C'est que quand tu dois jouer 5 heures de Rage Against the Machine sans taper très fort, tu vois, faut se maîtriser, quoi. Ouais, je confirme. Je confirme, ça doit vraiment pas être facile. Quelle a été ta collaboration préférée et pourquoi? Ça m'est pas arrivé de pas kiffer des gens avec qui j'ai travaillé. T'as eu que des bonnes expériences? J'ai pas eu que des bonnes expériences, j'en ai eu en l'occurrence quelques-unes très mauvaises, dont une vraiment pas cool, alors que pourtant c'est des gros artistes, mais c'est pas bien passé du tout. J'ai beaucoup aimé travailler avec une américaine qui s'appelle T-Love. Nous on travaillait un peu plus pour le coup, pas trop dans la compo, mais dans les arrangements. C'était un espèce de hip-hop underground jazz. Tu vois, elle avait ce truc un peu jazz underground hip-hop. On a fait pas mal de dates avec elle et sur scène on était 3. Alors à un moment on a eu un DJ, mais la plupart du temps on était 3, batterie, contrebasse, chant. Donc on avait des séquences et elle chantait des trucs un peu hip-hop à consonance jazz. Et ça c'était vraiment cool, quoi. Déjà on a fait des grosses scènes et tout, donc ça c'est chouette. Mais c'était hyper intéressant à travailler parce que moi j'avais ce côté un peu hip-hop. Mais là il fallait mélanger à du jazz, des fois avec des ballets, des trucs, c'était vraiment vraiment cool, quoi. Ça c'était vraiment une belle expérience. Comment tu choisis les artistes ou producteurs grosso modo avec qui tu travailles? Alors je peux te répondre en te disant comment je choisissais, parce que aujourd'hui je dois t'avouer que je travaille plus avec des artistes, je veux plus trop le faire. Parce que j'ai une vie de famille, j'ai 2 enfants et je veux plus partir. J'ai fait beaucoup de balles, beaucoup de cafcons, j'ai jamais travaillé beaucoup avec des artistes. Moi, je suis un peu musicien du bas de l'échelle, mais aujourd'hui, je veux plus. En fait, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec un mec. En duo, d'ailleurs, je fais basse, batterie en même temps. On joue beaucoup dans des restos, des casinos en mode chill. À côté, on a créé un spectacle qui est moitié humoristique, moitié musical. Voilà, je veux plus trop travailler, j'avoue, avec des artistes pour des raisons de famille, mais pas que. Comment je choisissais les artistes? En vrai, je les choisissais pas, quoi. Tu vois, c'est eux qui m'appelaient. J'ai jamais passé de casting ou ce genre de truc. Tu sais comment c'est toujours le bassiste qui connaît le guitariste, ils ont besoin d'un batteur, ils t'appellent. Et voilà, ça s'est toujours fait comme ça. Mais encore une fois, moi, j'ai moins travaillé avec des artistes que j'ai travaillé avec des groupes dans lesquels moi je bossais. Tu vois, j'ai bossé pendant 15 ans avec un groupe qui s'appelle Dogtown, qui tourne toujours, avec qui on est potes. J'ai travaillé dans le coin avec un groupe de balles qui s'appelle Supersonic. J'ai travaillé beaucoup avec des groupes comme ça de potes. J'ai moins travaillé avec des artistes, mais quand je travaillais avec des artistes, c'était pas moi qui les choisissais, c'était le bouche à oreille, et puis après j'allais jouer, et puis ça le faisait, ou pas d'ailleurs, et voilà, quoi. Est-ce que tu as un projet à venir? Alors j'ai toujours plein de projets parce que j'ai toujours plein d'idées à la con en tête, mais en l'occurrence là, comme je viens de te dire, ce spectacle qui est en train de se faire, c'est très très long parce qu'on est
On va peut-être être coproduit par un... Enfin non, c'est pas peut-être. On va être coproduit par un théâtre, scène nationale et tout. Donc tout ça, ça se met en place. Je suis très excité parce que ça va être très cool et c'est pour moi complètement nouveau. Parce qu'en fait, si tu veux, le thème du spectacle, c'est le concert où tout peut arriver. C'est ça le principe. On joue en mode jukebox, donc moi je fais basse-batterie en même temps, et mon collègue il fait guitare, piano et chant. Alors, guitare et piano pas en même temps, des moments il boucle la guitare, machin et tout. Mais le truc qui est super excitant, c'est qu'on sait vraiment pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que les 5 premières minutes sont prévues, et après tout le reste, la musique, le spectacle, les blagues, les tout, c'est tout de l'impro. Parce qu'en fait, le principe c'est qu'on demande aux gens les artistes qu'ils veulent, et on leur joue. Alors, quand on dit de l'impro, toi et moi, on sait que tout est travaillé, l'impro est travaillé, c'est-à-dire c'est plus des petits blocs qu'on déplace suivant où on est dans le spectacle. En fonction de la réaction des gens. Voilà, mais en fait c'est quand même de l'impro dans le sens où on sait pas d'avance les morceaux qu'on va jouer, on sait pas dans quel ordre, on sait pas comment vont réagir les gens, nous on leur fait des blagues, on sait pas comment ils vont réagir, tu sais il y a une petite partie un peu stand-up, on leur demande comment ils s'appellent, leur métier, machin et tout. Après, on essaye de faire venir des gens sur scène pour les faire jouer. Le truc, c'est qu'à la fin, l'objectif, c'est qu'il n'y ait que des gens sur scène qui jouent à notre place tous les instruments et que nous, on soit dans le public à les regarder. C'est génial. Et voilà, donc ça part un peu... Original, Ouais, ça part un peu en couille comme ça et on travaille là-dessus. Et je suis vraiment excité là parce qu'on va faire la résidence pour travailler les lumières et tout sur Vernon. Et j'ai hâte que ça se fasse et j'espère que le spectacle, on va l'emmener loin, tu vois. Ça serait cool. Est-ce que dans 5 ans, tu te vois toujours pareil? Est-ce que tu te vois évoluer encore plus de manière significative? Ou est-ce que tu laisses... tu te prends pas la tête et je serai où je serai, quoi? Alors, dans 5 ans, je me vois avec 10 kilos de moins. Dans 5 ans, non, je serai où je serai. Après, les réseaux marchent bien. J'espère faire un maximum de conventions. J'espère que le spectacle va bien marcher. En plus, ce spectacle, c'est un spectacle qu'on peut faire vraiment très longtemps parce qu'on peut le jouer plein de fois dans les mêmes endroits. Il se passera jamais la même chose. Je me projette pas trop, moi. Je bosse, en fait. Je bosse et je fais tout pour que les projets fonctionnent. Après, advienne que pourra, quoi. Tu te donnes la peine, donc j'ai envie de te dire, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. La préparation avant de monter sur scène, on en a brièvement parlé, il n'y en a pas. C'est horrible. Hein, rock'n'roll attitude. C'est rock'n'roll, on y va et puis on... Donc si tu apprends la batterie, si tu es en train d'apprendre la batterie, il faut pas faire ça. Tu dois t'échauffer, tu prends ta baguette, tu fais des trucs comme ça, tu fais tes poignets, voilà, bon, on en parlera. Non, moi je l'ai jamais fait en plus, hein. C'est vraiment un truc... Non, mais après, si tu ressens pas aussi le besoin, c'est ça. C'est pas forcément une nécessité absolue. Mais c'est pas bien parce que ça m'a... Quand même, des fois, ça m'a mis dans la merde, quoi. Ça m'a mis dans la merde d'extérieur. Tu sais, tu joues en festival, il fait un peu froid, et d'un coup, tu prends tes baguettes et t'arrives et tu joues, et là, au bout de 3 minutes, tu tiens tes baguettes comme ça parce que tu te rends compte que tu vas les lâcher, et il te faut un quart d'heure pour t'échauffer et reprendre une prise normale, donc ouais, ça... C'est pas bien, faut pas le faire, il faut pas le faire. Est-ce que tu as une anecdote mémorable de concert que tu aimerais nous partager? Oh putain, mais une, parce que je pense que tu as... Mais une qui t'a vraiment marqué, quoi. On pourrait écrire des livres, une qui m'a... J'en ai tellement... On jette une culotte sur scène, non, t'as pas ça? Ouais, bon, tellement. Une anecdote, tu veux une anecdote positive ou une anecdote... Ouais, on va rester dans le positif. Eh ben, dans le positif, quand on jouait avec T-Love, donc dont je t'ai parlé tout à l'heure, on a été pris au dernier moment au festival de Dour. Je sais pas si tu vois ce festival, c'est un très très gros festival en Belgique. Ouais, non, ça me dit rien. Il y avait 40 000 personnes, quoi, tu vois. Allez. Et en fait, nous, on a été programmés 15 jours avant la date du festival parce qu'il y a un artiste qui s'est désisté, je sais même plus qui c'était, je sais plus ce qui s'est passé, quoi. Et donc, on a appris 15 jours avant qu'on allait aller à ce festival. On n'avait donc rien préparé. On est arrivé là-bas avec les runners et tout. Pour les gars de la Beast to Fly. Voilà, moi, j'avais même pas regardé la progra. Bref. Et donc, on arrive là-bas, on arrive derrière la scène parce que souvent, dans les festivals, t'as les runners, ils t'amènent derrière la scène. Et là, je sors de la voiture et putain, j'entends, ça joue, quoi. Tu vois, j'entends, je me dis, pouah, ça joue fort, quoi. Et je dis au mec, putain, ça joue. Qui est-ce qui joue avant nous? Et là, le mec, il me dit, c'est les Wailers, quoi, tu vois. Bob Marley and the Wailers. Et donc, c'était les Wailers, quoi. Ah ouais. Et là, Et on passe derrière? Et on passe derrière, et ils étaient
15 sur scène et nous, on était 3, quoi, tu vois. Et on s'est dit, putain, on passe derrière les Wellers. Et donc, j'ai eu la chance d'être dans les coulisses, tu vois, et de regarder la fin du concert derrière les banderilles. Et j'étais comme ça, ah putain, et ça nous a mis une pression de dingue, quoi, tu vois, de fou, quoi. Et après, on est arrivé en se disant, bon, là, faut rentrer dedans, quoi, parce que voilà, et le concert s'est très bien passé, c'était très cool. Ça, c'est une bonne question. J'ai fait des bonnes questions quand même. Comment vois-tu l'évolution de l'industrie musicale avec le streaming et les réseaux sociaux? Ouais, ça c'est une vaste question et je pense que c'est très compliqué. Si on parle aux jeunes musiciens, presque malheureusement, je pense qu'il faut se mettre sur les réseaux. Je pense que ça va devenir un passage obligé et assez logique parce qu'en fait, faut se mettre à la place d'une boîte de prod. Les concerts ont du mal à se remplir, les gens ont du mal à aller en concert, etc. Donc, moi, je me dis toujours, si je suis une boîte de prod, que je travaille avec un artiste, si je dois lui trouver un guitariste, par exemple, et qu'on me propose 2 guitaristes, s'il y en a un qui a 50 000 abonnés sur Insta et l'autre qui n'a pas Insta, naturellement, je vais prendre le mec qui a 50 000 abos ou 10 000 ou qu'importe sur Instagram parce que je me dis que ce mec-là, peut-être qu'il va ramener du monde au concert, etc. C'est un peu vicieux parce que ce sera pas forcément le meilleur des deux. Ouais, je comprends. Ouais. Tu vois, c'est là que tu dis, c'est aussi. Ouais. C'est pour ça que j'ai commencé en disant malheureusement, mais ce sera pas forcément le meilleur des deux, mais moi je le vois, enfin je le vois moins, je travaille moins avec des artistes et des boîtes de prod, mais je le sens bien que c'est comme ça que ça se passe. La preuve, c'est que moi je suis endorsé aujourd'hui, je suis signé artiste DW. Et je suis endorsé. Tu avais une DW aussi, ouais. Tu as une acoustique chez toi. Ouais, j'ai plusieurs acoustiques DW, mais moi j'ai été signé DW. J'ai toujours eu des DW, j'adore cette marque. Mais en fait, voilà, par exemple, ils m'ont jamais signé DW à toute l'époque où j'ai été musicien de scène, tu vois, parce que, comme je t'ai dit, musicien du bas de l'échelle, machin, etc. Par contre, quand j'ai commencé à avoir des gens sur les réseaux, et ben là, ils m'ont signé, tu vois. Alors, ils m'ont signé avant que je fasse du gaming, quand je faisais déjà de la batterie. Ils m'ont signé par le biais de Geva, parce que je suis signé chez Geva aussi pour la batterie électronique. Donc j'ai d'abord été signé chez Geva, et ensuite j'ai été signé chez DW en tant qu'artiste. Mais la signature, elle est venue des réseaux, en fait. Et pas de moi en tant que batteur, tu vois. Ouais. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a un jeune batteur de 17-20 ans qui est un tueur, mais qui est pas branché sur les réseaux, ou même qui a peur, tu vois, qui a peur d'aller sur les réseaux, qui a peur de se mettre devant une caméra. Et je me dis que ça se trouve, c'est dommage parce que peut-être ce mec-là, il va passer à côté d'un truc alors qu'il a un talent peut-être que j'ai jamais eu, tu vois. Ouais. Et c'est un peu dommage, mais malheureusement, il faut quoi. Donc les réseaux, mais sans modération. Voilà, les réseaux, ouais, si, mais c'est vicieux. On pourrait là aussi en parler pendant des heures. Toi, tu le sais aussi, tu vois, avec tout ce que tu fais sur les réseaux. C'est vicieux, malheureusement, mais je pense que ça devient un passage obligé, ouais. Quel conseil tu donnerais aux jeunes artistes qui débutent? Du coup, déjà, les réseaux. Ouais, et puis alors, taffer comme jamais, quoi. Parce que surtout aujourd'hui, avec les réseaux, et c'est hyper compliqué, taffer, quoi. Vous n'avez pas le choix. Et puis, pas vous poser de questions, il faut taffer, et puis encore taffer, et puis continuer à taffer. Et il faut rien lâcher, et il faut y aller à fond. En se disant que peut-être, malheureusement, ça suffira pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous taffez pas, vous y arriverez pas, quoi. Ça c'est certain. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de... Ouais, taffer et tout accepter aussi. Tu vois, par exemple, comme on en parlait au début, aujourd'hui, si tu te contentes un seul style, c'est compliqué. À moins d'être le batteur de Gojira, tu vois... Et puis du plantier. Ouais, c'est tant mieux, enfin tu vois. Mais je veux dire, sinon c'est difficile aujourd'hui d'être que cantonné dans un seul style. Il faut être capable de vraiment tout jouer, je pense. Je suis d'accord. Ouais, tu touches déjà beaucoup plus de personnes et. Ah oui, tu augmentes ton réseau, tu augmentes tes chances de jouer avec un artiste, de faire de la scène, de devenir intermittent du spectacle. Je pense qu'il faut vraiment toucher à tout. Moi, quand j'ai commencé la musique professionnellement, maintenant, il y a plus de 20 ans, j'ai accepté tout, quoi. Mais tout. Des plans pourris aux gros plans, aux musiques que j'aimais pas. Je me disais, de toute façon, il faut y aller, il faut jouer. Je taffais tout. Je relevais des dizaines de morceaux par semaine, voire même par jour. Et j'y allais à fond, j'y allais à fond, quoi. T'as fait bande de feignasses. C'est ça. T'écoutes quoi en ce moment?
Oh putain. Ah. Alors moi déjà j'écoute beaucoup de live. J'écoute. C'est horrible ce que je dis, c'est horrible parce que entre les échauffements tout à l'heure et ce que j'écoute aujourd'hui, déjà faut savoir j'écoute pas beaucoup de musique. C'est un truc de fou. D'accord. Parce qu'en fait le problème c'est que moi quand j'écoute de la zik, genre j'existe plus quoi. Tu me retrouves dans une chaise à regarder dans le vague et je perds 4 heures de ma journée quoi. D'accord, ok. Ah, Donc- tu peux- ok, d'accord. Donc en fait j'ai Tu t'évades complètement. Ouais, moi, je vois des notes qui volent et tout. Et pourtant, je me drogue pas et je bois pas. Enfin, tu vois, mais voilà. Donc, j'écoute pas beaucoup de musique. Mais par contre, quand j'écoute de la musique, j'écoute des lives. Tu vois, alors j'écoute des trucs, Stevie Wonder, beaucoup, Sting, beaucoup. J'écoute Sting, j'ai eu la chance d'aller le voir il y a 2 ans, là, et ma femme, elle m'a offert ça pour mon anniversaire, et j'ai pleuré tellement j'étais content, quoi. Donc j'écoute beaucoup de Sting en live, mais j'écoute aussi des trucs genre Vulfpeck, beaucoup. Ah, j'adore. J'adore Vulfpeck. Nate Smith, J'adore. J'écoute Cory Ouais. Wong aussi. tout ce qui groove, quoi. ouais. T'es quand même vachement dans... Ouais. Et j'écoute, grâce à mon fils, là, c'est quoi que tu m'as fait écouter que j'ai kiffé? Main Squeeze. Ouais, The Man Squeeze. Eh ben écoute, Je vais écouter ça. va écouter The Man Squeeze, Dr. Funk, ça s'appelle, et putain, ça défonce. Ah ouais. Je pense qu'en effet, ouais, de toute façon, écouter un live, oui, c'est beaucoup plus vivant qu'une session studio. Ouais, et encore une fois, T'as les émotions, t'as. quand j'écoute, quoi. C'est-à-dire, moi, je peux pas mettre de la musique de fond. Ah, ok, d'accord. Tu vois, je peux pas dire je vais écouter un album en faisant autre chose. Ça, j'y arrive pas. Moi, quand j'écoute. Donc, en fait, je préfère écouter un live. Si t'étais pas musicien, qu'est-ce que t'aurais aimé faire? Ah. Ça, c'est la question ultime. Gynécologue. Non. J'allais dire porn star, mais je peux pas dire ça. Si tu peux le dire. Putain, si j'avais pas été musicien, franchement, Parce que tes études, elles étaient. rien quoi, dans là-bas l'industrie, tu vois. D'accord. J'ai fait des études dans l'industrie parce que mes parents voulaient que je fasse des études et donc voilà, mais c'est impossible. Dans ma vie, j'ai travaillé 6 semaines en entreprise. Parce que pour mes études, il a fallu que je fasse un stage de 6 semaines. Donc j'ai travaillé 6 semaines en entreprise et j'ai plus jamais, jamais de la vie, c'est impossible quoi. Enfin c'est impossible pour moi, non, mais. je suis fasciné qu'il y ait des gens qui... Et puis Aujourd'hui, de par tout ce que t'as traversé, ça serait une mission impossible. Ouais, non, ça serait impossible. Alors je sais pas, peut-être... Voilà, la question elle est dure celle-là. Qu'est-ce que je ferais? Je pense que je m'essayerais au stream dans le gaming, tu vois. J'essaierais de travailler dans un truc de gaming parce que... Puis en plus, pour avoir un boulot, faut s'y connaître, tu vois. Ouais. Tu vois, faut quand même un peu... tu vois, tu peux pas dire, tiens, je ferais ça. Non, il faudrait que je bosse avant. Ouais, je ferais un truc dans le gaming. Ou vraiment, si j'avais pas le choix, peut-être prof. D'accord. Pas forcément prof de musique, mais Ouais. prof dans un lycée, tu vois. Ouais, pour avoir les vacances, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, prof de maths, peut-être. Tu vois, j'aurais peut-être prof de Ah ouais, maths. t'étais doué en maths? Ouais, j'étais doué en maths. T'es pas doué en maths, toi? Ah, non. Souvent, les musiciens, ils ont un truc en maths un peu, tu vois. Moi, c'était... Ok. Ah, j'y arrivais, hein. Mais il Ouais. fallait que je taffe comme un acharné, Ah ouais, quoi. bah après... T'en as... Mais Daniel Pichon, enfin, moi, il me disait, il faut vivre musique, quoi. Moi, je me levais, je dormais musique, je me levais musique, je pissais musique, je D'accord. couchais avec mes meufs musique, je mangeais musique, Ouais. Enfin, tu vois, donc ça me paraissait inconcevable de De pas y faire arriver. autre chose. Mais c'est pour ça il fallait faire des concessions, tu vois. C'est pour ça que je me disais, bah ok, si je veux y arriver, il faut que je fasse que ça. Mais par contre, faut pas être con, faut jouer tous les styles, faut accepter tout, même les trucs mal payés, même les trucs Ah, je pourris, comprends. tu Ouais, vois. bien sûr. Je veux dire, tu peux pas tout avoir, tu Ouais. peux pas dire genre moi je veux être musicien, mais alors je veux être juste Chaka Ponk, Ouais, tu vois. ouais. Alors Je veux faire 2 Bercy par mois. non, tu vois, tu peux pas quoi. Eux, ils ont la chance de le faire et c'est super, c'est des potes, je les adore. Mais tu peux pas, voilà. Encore une Chacun. fois. Ouais. Tu les connais? Ouais, alors pas très bien, mais moi je suis pote avec Steve qui est venu souvent nous voir à la Guinness. Parce que Steve de Chaka est très pote avec Brice Delage. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller voir un musicien guitariste, allez voir Brice Delage, c'est un D'accord. tueur. Et ils sont très potes, et donc ils sont venus nous voir souvent à la Guinness, et voilà, donc on se connaît un peu. Et en fait, pour l'anecdote, je t'ai dit, je travaillais 15 ans à la Guinness dans un groupe qui s'appelle Dogtown. En fait, c'était le groupe de Yon, le batteur de Chaka Ponk. Donc Yon était dans Dogtown, et quand il est parti de ce groupe, parce qu'il a été pris dans Chaka Ponk et que Chaka Ponk commençait à marcher,
le chanteur de Dogtown m'a appelé moi pour remplacer Yon. Wow. Donc en fait, j'ai remplacé Yon dans Dogtown. Souvent, les gens ils me disent, t'as remplacé Yon dans Chaka Ponk? Non, non, non. J'ai remplacé Yon dans Dogtown quand il est parti jouer avec Chaka Ponk, quoi. Ouais, aujourd'hui, c'est tracé. Tu peux pas, enfin, sauf vraiment ne pas avoir le choix. Mais je veux dire, il n'y a pas autre chose que tu veux pas faire autre chose, quoi. Non. C'est- ouais. Non, et c'est flippant parce que je me dis, putain, si un jour je me pète un bras ou tu vois, Ouais, ou, oui. Ah oui. je me Tu pète skis, non? une... Tu skis? Ben, je skie plus, non, à cause de ça, hein, parce que j'ai skié, je me suis pris une grosse pelle, j'ai eu très très peur et j'ai dit non, bah ok, on va arrêter le ski. Quelle est ta plus grande source de motivation en dehors de la musique? Si je dis ma femme, c'est cliché de mort ou quoi? Non, elle sera contente quand elle verra ton Ouais. interview. Une petite dédicace pour elle. Ma femme et mes enfants, forcément, mais beaucoup ma femme. Elle t'a toujours suivi sur... Alors, en fait, comme tout bon musicien qui se respecte, J'ai- j'ai eu 2 femmes. mais ma seconde femme, sans rien me dire en fait, tu vois, elle est là, elle suit les projets, le spectacle, le stream, enfin tu vois, elle est là quoi en fait, tu vois. Et je pense que si elle avait pas été là, j'aurais jamais fait de stream, j'aurais jamais créé ce spectacle, j'aurais fait de la musique, hein, c'est pas le souci, j'aurais fait de la musique, mais en termes d'inspiration, vraiment ce qui m'a permis de faire ces projets, avant j'étais musicien pigiste, tu vois, mais ce qui m'a permis vraiment de me lancer moi dans le stream, de me lancer là dans le spectacle que j'ai créé et tout, c'est sans ma femme j'aurais jamais réussi quoi. D'accord. C'est un peu Colombo, tu vois, dans Ouais, l'idée, c'est tu beau. vois. C'est beau, franchement. Bravo. Ouais, parce que chaque fois que j'ai un peu le doute, tu vois, je me dis, ah, ça, je vais pas le faire, ça va être pourri et tout. À chaque fois que je veux lui en parler, elle me dit, mais si, vas-y, c'est pas grave, au pire, bah, c'est pourri. Enfin, tu vois, il y a eu ce truc beaucoup, et on parlait des réseaux tout à l'heure, et des jeunes qui ont peut-être peur de se lancer sur les réseaux. Bah, allez-y, parce qu'on s'en fout. Peut-être vous aurez jamais 150 000 abonnés, mais c'est pas grave, tu vois. Mais faites-le quand même, parce que peut-être qu'il y a une personne qui va vous voir sur les réseaux, qui va vous appeler, qui va vous proposer Ouais, ça d'autres va aller trucs, vite, ouais. enfin, tu vois. Et donc, en fait, à chaque fois que j'avais une idée un peu, bah, même ce spectacle, tu vois, au début, moi, j'y croyais à mort, mais c'est pas trop. Et elle m'a dit, mais si, vas-y, et puis vas-y à fond. Et Mais machin, tu, enfin, tu connais la phrase, derrière chaque grand Ouais. homme se cache une femme. c'est exactement ça. Voilà. Ouais, c'est Moi, ça. J'ai aussi cette chance aussi, donc Mais- c'est vrai que quand tu regardes musique, vidéo, photo, machin, moi boulot à côté, forcément ça me prend énormément de temps, montage, machin, parce que tout ça j'adore le faire, mais elle est toujours là, même moi, enfin voilà, c'est... Ah oui, puis elle comprend, et puis... C'est normal. Et puis même le côté psychologique. Tu vois, t'as toujours des baisses quand tu crées un spectacle ou quand t'es sur les réseaux, t'as toujours un moment, t'as une baisse de morale et tout. Et en fait, bah voilà, moi j'ai ma femme derrière qui est là qui me dit, allez, vas-y, c'est pas grave. Soit viens, on fait un peu autre chose quelques jours et puis comme ça, tu retourneras plus tard, machin. Enfin, Excellent. Ouais, elle est là aussi pour c'est un guide aussi. ouais, c'est ça. D'accord. Il me reste 2 questions. Et je t'écoute. La question, comment on arrive à 400 000 abos sur TikTok dans cette niche de contenu que tu proposes? Alors, comment? Alors, je vais te dire, je suis arrivé très exactement à 200 000 abonnés en faisant que de la musique. Donc, je faisais des lives, en fait, où je disais aux gens, vous pouvez me demander tous les morceaux que vous voulez, même les morceaux que j'ai jamais entendus de ma vie, je vais les jouer. Mal, peut-être, mais en tout cas, je vais les jouer. Donc, les 200 premiers 1000 abonnés, je les ai eus comme ça. Petit à petit, il y a une descente. Mais vraiment, à un moment donné, genre, c'est descendu, mais j'y avais des lives, j'avais plus personne, j'avais plus de vues sur mes vidéos et tout. C'est toujours aussi le côté éphémère du truc. Ouais, quoi. j'avais plus personne et tout. Et je me suis dit, ok, j'ai eu l'occasion de faire du gaming à la batterie, et hop, je suis reparti sur le gaming. Et donc, mes 200 autres 1000 abonnés, c'est lié au gaming, en fait. Je dis bien je pense, parce que si j'avais le remède miracle, je serais pas à 400 000, je serais à des millions. Je pense qu'il faut savoir se renouveler, il faut savoir trouver des nouvelles idées, il faut taffer. Tu le sais, il faut faire des montages, il faut toucher à tout, il faut apprendre. Au début, je savais pas faire de la vidéo, je savais pas faire de stream, je savais pas faire tout ça, mais à un moment donné, bah, faut se dire, ok, on y va, tu vois, allons-y. Il faut taffer, il faut se renouveler, il faut pas arrêter, il faut pas lâcher. C'est cyclique les réseaux. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et au moment où ça descend,
Et ben, plutôt que de se dire je vais arrêter et puis je vais aller jouer à la console, il faut se dire bah non, c'est là où je vais remettre un coup et je vais taffer, je vais voilà. Ok. Maintenant, des gens qui jouent qui font du gaming avec une batterie, je pense qu'il y en a encore moins que des batteurs à l'époque. Donc il faut quand même trouver un petit peu cette originalité. Et après, il faut taffer. Bah, tu vois, on n'a pas parlé, on a parlé un peu de ma routine avant les concerts, mais on n'a pas parlé de ma routine journalière de travail, qui est énorme en fait. Je travaille. Si tu veux que en fait, mes journées, c'est le matin, je prépare le petit, je l'emmène à l'école, tu vois, et directement après, je rentre dans mon studio. Donc, on va dire, il est 8h, j'allais dire 20h parce que c'est trop tôt, 8h45, mais on va dire 8h45, 9h du mat, je suis dans mon studio, mais mon ordi, il est allumé, et là, je fais montage, travaille sur la plaquette du spectacle, enfin, je travaille sur plein de projets en même temps pour pas me lasser, je fais ça 9h midi. Midi, je vais bouffer, midi et demi, 1h, je retourne dans mon studio, et je suis en live gaming, jusqu'à 16h, 17h, suivant si je dois aller chercher le petit à l'école ou pas. Ensuite, je reste un peu avec ma famille jusqu'à 20h, et après 20h, je taffe encore jusqu'à 22h, 23h. Alors, pas tous les soirs, parce que des moments, je suis avec ma femme, tout ça. Mais voilà, et si le soir, je taffe pas, je suis en concert, puisque je fais 100, 120 concerts l'année, donc 3 à 4 par semaine. Ah, c'est énorme. Donc en fait, et je fais des lives l'après-midi, c'est-à-dire les soirs où je suis en concert, les après-midi je suis en live et les matins je fais des montages. Donc montage le matin, live l'après-midi, concert le soir. Une journée de 48 heures, quoi. Ouais, mais je pense que, tu vois, tu me demandais tout à l'heure pour vivre de la musique et tout, t'as pas le choix en fait. Si, je suis vraiment désolé pour les jeunes, mais la musique c'est une passion, si tu veux avoir la chance d'en vivre. C'est pour ça souvent les gens ils me disent « Ah c'est super, t'as de la chance ». Tu vis de ta passion, ouais j'ai de la chance, mais c'est pas que de la chance en fait. Côté, bien sûr. Ouais, c'est comme les réseaux, tu vois, ah les réseaux c'est super, ça marche pour toi, oui c'est super, mais il n'y a pas que ça quoi. Et alors aujourd'hui, grâce à ce travail, maintenant je commence à avoir une équipe, j'ai un manager, j'ai des gens qui m'aident pour les montages, etc., etc. Mais le temps qu'ils me font gagner, je l'utilise ailleurs pour travailler, quoi. Bien sûr. Tu continues de travailler, sauf que ça te fait une charge en moins et qui te permet de te concentrer sur autre chose plus importante même pour toi, quoi. C'est ça. Bon, ma dernière question. Allez. Pourquoi Batman? Alors, elle est où la Batmobile là? Figure-toi que c'est très... Alors j'ai toujours aimé Batman, mais en fait tout le monde pense que je suis un grand fan. Mais aujourd'hui, on va péter le mythe. Je le supporte pas. Non, mais j'aime bien, mais je suis pas... tu vois, c'est juste que encore une fois, c'est les réseaux. J'aime bien le logo Batman. J'avais des t-shirts Batman et j'ai commencé à faire des live stream sur Twitch et TikTok avec des t-shirts Batman. T'imagines plus sans en fait. Ouais, mais c'est ça. Et en fait, voilà. Et au début, je faisais des lives, j'avais des t-shirts Batman, et parce que moi, je prends le t-shirt du haut de la pile, je le mets, il s'avère que c'est un t-shirt Batman. Le deuxième jour, parce que oui, je me douche et je change des t-shirts tous les jours. Avec le gel douche Batman. Voilà, exactement. Je rigole, mais j'ai vraiment un gel douche Batman. Et donc le deuxième jour, je prends le t-shirt Batman, je mets le t-shirt Batman, je me retrouve sur les réseaux, salut, et j'ai un t-shirt Batman. Et au bout de quelques jours, j'arrive et je mets un t-shirt et pas du tout un t-shirt Batman. Et là, tout le monde me dit « Ah, mais t'as pas ton t-shirt Batman. Ah, mais normalement, t'es le mec qui fait de la batterie avec un t-shirt Batman. » Et de là, je me suis rendu compte que les gens me reconnaissaient, enfin, m'identifiaient avec mon t-shirt Batman. J'ai dit « Ok, je vais acheter 50 t-shirts Batman. » Et maintenant, j'ai que des t-shirts Batman ou des t-shirts Mordek avec un logo qui est grandement inspiré. Et là aussi, pour tout te dire, au début, j'avais fait le logo Batman avec écrit Mordek dedans. Et je l'ai posté. Et il y a DC Comics qui m'ont envoyé un mail pour me dire hey, ça, c'est non. Non. En fait, je suis passé par une plateforme pour faire le t-shirt Batman, tu vois. Et donc, en gros, ils m'ont dit si vous voulez en faire un pour vous, parce que c'est sympa, c'est bon. Mais non, quoi. Tu vois. Et donc, j'ai fait... Bon, je vais éviter de payer l'amende, je vais arrêter. Tu vois, et donc c'est pour ça que j'ai fait refaire un logo qui s'y apparente un peu. Mais voilà. Super. Et voilà pourquoi le Batman. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou...
Écoute, non, merci encore, franchement, pour l'accueil, ça fait très plaisir. Sache que j'adore ce que tu fais, vraiment, c'est vraiment super et c'est vraiment cool d'avoir des batteurs sur les réseaux et tout comme ça, continue, franchement, c'est top. Bon, bah écoute, moi je te remercie grandement d'être venu. Merci pour l'invite, franchement, c'était très cool et puis j'espère qu'on se croise très vite. Ouais, merci Marnik. Salut.